Your Excellencies, members of academies, dear colleagues, I'm Andrei Timotin, and in the name of the organizing committee of the 12th International Congress of Southeast European Studies, I'm happy to tell you, welcome to Bucharest. I'm very pleased that so many colleagues have responded positively to our invitation and that we are here today at the very beginning of a week that promised to be very rich in debates and scientific exchanges. I invite now for opening the inaugural addresses of the Congress, Professor Alexander Kostov, President of the Association Internationale d'Études du Sud-Est Européenne and corresponding member of the Bulgarian Academy of Sciences. Professor Kostov, je vous en prie. Good morning, bonjour, bună ziua. Dear participants and guests, dear colleagues, it is a great honor for me to welcome you on behalf of the Association on the occasion of 12th International Congress of Southeast European Studies. Its general topic, political, social and religious dynamics in the Southeastern Europe, is very interesting, and the issues to be discussed today and next days are of great importance for the history of Southeastern Europe, but on a broader scale as well. I would like to recall that our Association of Southeast European Studies was created in '63 in the difficult time of confrontation during the Cold War in an attempt to surmount the division between the Balkan nations and to encourage cooperation among scholars in the region. The Association's history during the last 56 years demonstrates that it had performed that role in spite of the vicissitudes of history and the political changes. Today, when progress is made towards the unification of all Balkan states in the European Union, it is no less important for us, scholars in the sphere of humanities, to demonstrate that we are already in one family, which means to continue to defend the implementation of universal criteria in academic research and to adhere to historical facts and objective interpretation of events and processes. I have no doubt that this line will be followed in the papers delivered at the Congress, and in this way we would have the opportunity to present different ideas, to discuss new theories, and in long run to reach new conclusions on that very broad and important topic. Our association was created under the auspices of UNESCO, and I have a pleasure to announce you that recently the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization gave its moral support to our Congress. Thanks to the established traditions and contacts with the various institutions and scholars, our association continued to develop its international activities. During the period following the 11th Congress in Sofia 4 years ago, our colleagues and partners from 3 countries have organized annual conferences of our association. I would like to mention these forums. The first one, held in Warsaw in November 2016, was devoted to the topic, the Balkan Jews and the minority issue in Southeastern Europe. The second conference, Southeastern Europe and the Great War, History, Memory and Legacy, was held in Belgrade in December 2017. And finally, in September 2018, the beautiful city of Ohrid was host of the conference on tradition in communication in the spiritual culture in Southeastern Europe, law, economics, natural sciences, art, literature and language. I would like to thank the organizers and to express my great satisfaction with the efforts of the colleagues in Poland, Serbia and Northern Macedonia to strengthen the association and to enrich its activities. Let me now switch from English to French, which in fact is the official language of our association since its creation. Chers collègues et amis,
Comme je vous ai déjà dit, notre Association internationale des études sud-est européennes a une longue histoire marquée par une collaboration très étroite entre les savants des pays du sud-est de l'Europe et du reste du monde. Il est impossible de mentionner ici les noms de dizaines de collègues de différentes générations qui ont contribué activement à son travail pendant les derniers 56 ans. Avec votre permission, je voudrais maintenant rendre hommage à quelques figures remarquables décédées pendant les derniers 4 ans. Il s'agit des anciens vice-présidents de notre association, Vasilka Topko-Vazimova et Dusan Patakovic, ainsi que d'Hélène Antoniadis Bibikou, Nicolas Sherban-Tereshokar et Eric Hemp. À la fin de mon discours, je voudrais dire quelques mots concernant la contribution de la Roumanie dans l'histoire de notre association. La Roumanie a joué un rôle très important pour la fondation de notre organisation en 1962-63. Pendant les décennies suivantes, nos collègues roumains ont organisé avec succès 2 congrès à Bucarest en 1974 et 1999. Moi, personnellement, je connais très bien les problèmes liés à l'organisation d'un congrès et je peux apprécier les efforts de M. Timothée et de son équipe pour organiser le présent forum. Je voudrais les remercier, comme d'ailleurs aussi notre secrétaire général, M. Teodorescu, et toutes les institutions qui ont soutenu l'organisation du présent congrès. Mulțumesc mult, dragi prieteni și colegi. I wish success to all participants in the Congress. Je vous souhaite bon travail et good luck. Merci. I'm very honored to invite now Professor Mitja Dumitru, Rector of the University of Bucharest and the corresponding member of the Romanian Academy. President of AIESEE, Secretary General, Vice President of the Romanian Academy, Director of the Institute, Your Excellency, President Emil Constantinescu, ladies and gentlemen, dear colleagues. Allow me first to express my sincere appreciation for the work that the Romanian Academy and the Institute of Southeastern European Studies have done during the last month in order to organize this very important Congress, the 12th International Congress of Southeast European Studies at the University of Bucharest. This is indeed a momentous event which is going to bring together scholars coming from the region, working together in this kind of interdisciplinary framework, which is now very important in order to address the complex issues that we face in this part of the world, and I would say not only in this part of the world, but currently in the whole world. I am very happy and very proud at the same time that we are part of this framework and actually cooperated with the Romanian Academy in order to organize this Congress, because we here at the University of Bucharest, having a long tradition back, and especially after 1990s, we truly believe, we strongly have been committed to the fact that big congresses, conferences, meetings are the driving force, are a very powerful tool in developing international and interdisciplinary research collaboration between universities in the region, between institutes, between academies. And indeed so, in its over 150 years of existence, and being one of the most important universities in Romania and in the southeast of Europe, the University of Bucharest has gained solid national and international prestige, sustaining the values of academic freedom and university autonomy, of academic integrity and responsibility for a lasting cooperation and evolution.
The main purpose of the University of Bucharest is to provide the highest quality educational services and research activities, maintaining competitive standards at an international level while showing a continuous concern for ensuring quality, interdisciplinary collaboration, leadership, and excellence of academic staff. But I am particularly pleased by the topic of this Congress, political and social and religious dynamics in Southeastern Europe, because I myself, as a professor at this university in the last 30 years or so, I have devoted my research time and teaching to the furthering of the role of the humanities in the academia in general. I am teaching philosophy and logic at the University of Bucharest, and I am proud to be first and foremost a professor of this university, maybe more than the administrator, the top administrator as director of the university. So I guess within a broader context, this is the most appropriate place to make a statement in what concerns the need and the role of the humanities in general and of your particular field of research in particular. And the general context nowadays, as you all know, we all experience that, is the fact that our domains in general do not get, I would say, the right kind of acknowledgement that they need. So I will invite you to take into consideration, literally and very seriously, in the statement that I'm going to make, the following two questions that I'm going to shortly address and to share with you. The end of the humanities, question mark, and why do we still need liberal arts and humanities in education and in research? In a very recent book called Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities, the world-renowned scholar Martha Nussbaum, classicist and a philosopher at Chicago University, has raised this issue of the end of the humanities. The work that I mentioned here, her work, combines a very lucid and compelling analysis of the declining of the role of the humanities in the last decades. And she actually makes a kind of somber prediction about a not too distant future in which we could assist to the complete shutting down of the departments and of the programs in the field of the liberal arts and the humanities. Commenting upon that attitude of hers, I would say that we should be really worried about all this because the situation is in stark contrast with the seminal role, the genuine seminal role, which is well known and very well documented, that the humanities have played in the history of democracy. Literature, history, archaeology, anthropology, religious studies, philosophy, all have contributed literally to the change of the world, to the strengthening of the liberal democratic regime. And without being fully aware of this situation, Martha Nussbaum says that we live in an age and we experience a silent crisis, she says, in which the governments and the main policy makers, having a wrong social and cultural educationalist outlook, equate the economic growth with the development of human personality. They now reach the superficial belief, which is also fully wrong, that the simple growth of the GDP would trigger a simple causal process through which all our political and cultural problems could be solved, and moreover would lead almost automatically to the development of the individual's capacities and personality, and would eventually end up in a consolidation of the democratic processes. Now, with this kind of childish equation, namely economic growth equals
the development of the individual's capacities and skills to consolidate democracy. What this obscures is the fact that the educational model, which belittles almost completely the liberal arts and the humanities, will produce a serious erosion in the near future, and actually has produced that erosion, of those qualities that are essential for citizenship in mature and solid democratic regimes. The great educators and the visionaries who contributed to the building of modern, free and affluent nations perceived in a very perspicuous way the modes in which the liberal arts and the humanities helped young students to think critically, which is a specific capacity required by mature and independent actions, and for resisting in an intelligent way the blind power of tradition and the despotic and tyrannical political power. The students of the liberal arts, of literature, history and philosophy are learning as well how to imagine situations in which other human beings are caught, which is an absolutely essential capacity as a remedy for the widespread and worrisome lack of empathy in humans recently, for going beyond cynicism and egotism. In other words, a capacity which is essential for the success of a cultivated democracy. But all these issues concerning the role and the function of today's liberal arts education becomes even more urgent for all of us, and especially for those who serve the humanities in the research institutes, in the universities, in the academia, if we place those cultural and political debates and polemics within a more general and international context. And in many universities throughout the world, nowadays, from Australia and Japan to the United States, the role that the humanities are supposed to play in education is continuously questioned and doubted, very often diminished, forgotten or just denied and rejected. Precisely for this reason, it is quite natural for us now to make sure that we are going to continue through this kind of cooperation, that we are going to serve the seminal role of the humanities. I'm also quite convinced that we all feel now and then a painful contrast between the rhetorical emphasis put on the importance of the humanities, which can be heard very often in public pronouncements of those people who more often than not do not mean what they say, and the real role, the public funding and appreciation, which are very much reduced compared to what the liberal arts would deserve, coming from public institutions, funding agencies, and even the top leadership and management of the top universities. Let me not end, though, my short introductory remarks on this dramatic tone, and let's keep this hope that through this kind of cooperation, which is indeed so important, is vital for our communities, we are going to build step by step, bottom up, starting with cooperation between scholars who know themselves and actually run together projects. So this way, actually, I guess we can counteract the attitude and the dynamics of nowadays events in institutes, in universities, and in general in academia. So let me thank again the Romanian Academy, also your network, AIESEE, the president who is currently here. Let me mention that we have very good relationships with the University of Sofia, which is one of the most important in this region, in the Balkans, and in general in Southeast Europe. And let me add that myself, my colleagues at the University of Bucharest, we are going to continue this tradition, which started way back, to cooperate through this kind of programs. This is the only way we can actually take our responsibilities fully, which is to educate the young generation, to do research, and to do our service to the society, to the community. I wish success
to your Congress, and I also wish you to enjoy staying in Bucharest for the next days. Thank you very much. Our next speaker is Professor Răzvan Teodorescu, Secretary General of the Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen and Vice President of the Romanian Academy. Chers collègues, Monsieur le Président Emil Constantinescu, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, j'ai choisi pour ma parole introductive le titre suivant, 20 ans après, Bucarest-Tirana, Paris-Sofia, retour à Bucarest. Il y a exactement 20 ans, on organisait dans la capitale roumaine le 8e congrès international de notre association, détail personnel si vous le permettez, c'était le premier où je me trouvais dans la position qui m'honore tellement de secrétaire général. C'était l'époque où la guerre dans l'ex-Yougoslavie risquait de marquer d'une façon dramatique notre coopération internationale. Heureusement, la sagesse des scientifiques de nos pays nous a aidés à surmonter les barrières artificielles, mais combien douloureuses, et nous avons poursuivi notre chemin. Sur ce chemin se trouva le 9e congrès tenu à Tirana, consacrant définitivement le retour du pays de Skanderbeg dans l'ensemble scientifique sud-est européen. Suivi, grâce à nos inoubliables amis Hélène Antoniadis Bibicu et André Guillou, le premier congrès de l'association tenu au-delà des frontières de l'Europe sud-orientale, notamment le 10e à Paris. Enfin, la générosité de nos collègues bulgares, animés par notre président actuel, M. Alexandre Kostov, nous a sortis d'une impasse il y a 4 ans, lorsque nous avons pu nous rencontrer à Sofia lors du 11e congrès. Là-bas, un autre inoubliable ami et collègue, Nicolae Șerban Tanașoca, proposa pour 2019 Bucarest comme lieu du 12e congrès. Il n'est plus parmi nous. Mais une admirable équipe animée par notre jeune collègue Andrei Timotin œuvra afin que nous puissions nous rencontrer dans une réunion que nous inaugurons aujourd'hui. Une réunion, j'ajoute, qui s'annonce de grande qualité et où il est évident une nouvelle génération de spécialistes de plusieurs domaines des sciences de l'homme nous montre que le passé, le présent et l'avenir du sud-est européen restent encore un objet d'étude du plus haut intérêt. Dear friends, ladies and gentlemen, I am obliged now to remind some details you heard in the opening speech of my colleague and friend Alexandre Kostov. During the Sofia Congress, some colleagues, members of our international committee, expressed the intention to organize our annual colloquium. Due to such initiatives, our scientific life in the inter-congress period was a very rich and fruitful one. And I remind, and not only I remind, I underline, all was done without any support, except the contribution of the national committees concerned. In November 2016, the Polish Commission of Balkan Culture and History held in Warsaw a conference devoted to the Balkan Jews, the minority issue in Southeast Europe, and we express our gratitude to Professor
Jolanta Sujecka. A year later, in December 2017, in Belgrade, Professor Vojislav Pavlović organized a colloquium, Le Sud-Est européen et la Grande Guerre, Histoire, Mémoire, Héritage, which was a posthumous homage to the memory of late Dusan Bataković, our Vice President. Finally, in September 2018, in Ohrid, our colleagues from Skopje, Professor Vera Bitrakova-Grozdanova and Professor Taki Fiti, President of the Academy of Sciences and Arts of the Republic of North Macedonia, prepared the colloquium La tradition dans la communication et dans la culture spirituelle de l'Europe du Sud-Ouest. The International Committee, which lost in these 4 years 5 distinguished scholars, and we heard the homage given by Professor Kostov in a quite normal moment of pious remembrance. The International Committee invites its members to reflect on the topic chosen for the traditionally Journée Balkanique included in the program of our International Congress of Historical Sciences in the following year in Poznan, Poland, August 2020, namely la mer Baltique, la mer Noire, le Danube et la Méditerranée, relations historiques à travers le temps. The same International Committee, during its meetings here in Bucharest, must propose the place and the time of the next Congress, and the National Committee are kindly invited, like 4 years ago in Sofia, to propose the inter-Congress colloquia. I am very open. Dear colleagues, on behalf of the General Secretariat of the Association, I welcome you in the capital city of Romania. I express my gratitude to the Romanian National Committee and consider the Congress a new opportunity to exchange views, to share opinions on our common past and present history. Thank you. Merci pour votre attention. Président Emile Constantinos, Vos Excellences, membres de l'Académie, chers collègues, pour rendre hommage à la langue officielle de l'association, permettez-moi de poursuivre en français. L'association était fondée à une époque où le français était encore la lingua franca du monde académique européen, tout en sachant que la plupart des travaux seront présentés en anglais, ce qui est tout à fait normal dans le monde académique actuel. Je pense qu'en assumant l'organisation de ce 12e congrès d'études sud-est européennes, nous avons à relever au moins 3 défis. Le premier, et peut-être le plus facile à relever, est la méfiance croissante à l'égard des congrès. Dans un monde scientifique très spécialisé et très fragmenté, qui abonde en réunions scientifiques d'ampleur beaucoup plus réduite sur des sujets bien définis, ce qui est sans aucun doute très profitable pour l'avancement de la recherche. En même temps, les congrès apportent toujours quelque chose de plus. Ils ont toujours été, et continuent de l'être à mon sens, malgré tout, la forme courante des contacts entre les spécialistes dans le domaine de recherche, le lieu privilégié où l'on se familiarise avec les thèmes et les acquis des disciplines connexes en favorisant l'échange interdisciplinaire, si promu aujourd'hui et si peu pratiqué en fait, en partie aussi en raison de ces morcellement de la recherche. Je ne peux que souhaiter que notre congrès soit l'une de ces réunions scientifiques réussies où chacun sort de sa parcelle et de son propre univers d'études pour regarder ce que font les autres au sein du même domaine et pour confronter ses méthodes et ses résultats avec les approches de ses collègues qui travaillent dans des disciplines ou sur des époques différentes. À cela s'ajoute bien sûr l'expérience humaine
irremplaçable et si précieuse que les congrès favorisent à un degré qui ne se retrouve pas dans les réunions des plus petites dimensions. Le deuxième défi que nous avons à relever est, je pense, la méfiance à l'égard de la région, stigmatisée par des stéréotypes pernicieux et qui plus est, objet, depuis quelques décennies, d'exercices de déconstruction qui n'ont pas contribué, c'est le moins que l'on puisse dire, à la compréhension historique du sud-est de l'Europe, de son histoire et de ses cultures, et à l'avancement de nos recherches. Aux années 90, comme effet aussi des changements géopolitiques de la région, cette stigmatisation et ces exercices étaient plutôt monnaie courante. Bien qu'ils persistent encore ci et là, je pense qu'on assiste depuis une bonne dizaine d'années à un regain d'intérêt pour la région qui se manifeste au niveau scientifique par la création de collections, des livres à des maisons d'édition prestigieuses comme Routledge et Brill, des chaires et des instituts de recherche, le dernier exemple étant la nouvelle unité de la Balkanforschung à l'Académie autrichienne des sciences, avec un riche et novateur programme scientifique qui ne peut être que bénéfique et stimulant pour l'avenir de nos études. Et je crois que l'intérêt suscité par notre congrès confirme cet état de choses. Enfin, le troisième défi auquel nous devons faire face, et peut-être le plus redoutable, est la méfiance à l'égard de l'avenir des études sud-est européennes. Un domaine d'études dont on proclame le déclin depuis voilà déjà 3 décennies. Il n'est plus le lieu ici d'aborder cette question, mais il est évident que l'évolution du contexte politique à la fin du siècle dernier a eu un impact négatif sur les recherches portant sur la région. Tous les pays et les centres où ces recherches étaient développées s'en sont ressentis. Là où la tradition a été suffisamment puissante pour préserver l'étude du sud-est européen dans le même cadre institutionnel, sinon au même niveau, les recherches ont survécu tant bien que mal à cette expérience douloureuse. La Roumanie n'est sans doute pas le seul exemple, mais l'une des raisons pour lesquelles nos études ont pu se perpétuer en préservant les axes de recherche fondamentaux, historiques et linguistiques, dans l'Institut d'études sud-est européennes de Bucarest, est bien l'existence d'une puissante tradition, déjà centenaire, vers laquelle on a pu se tourner au moment où l'avenir de nos recherches était mis en cause. L'évolution du contexte politique n'est certes pas le seul facteur à prendre en compte. Il y a peut-être aussi une difficulté que les études sud-est européennes ont éprouvée à la fin du siècle dernier à tenir le pas avec le progrès scientifique dans les différentes disciplines à niveau international, à se raccorder à l'évolution du champ scientifique en termes à la fois de méthodes et de thèmes de recherche. L'antidote à ces défis ne peut être, à mon sens, que double. Un retour critique à l'héritage scientifique de nos devanciers, dans le cas roumain, le retour aux écoles fondées dans leurs instituts respectifs par Iorga, Papacosta et Berza, doublé nécessairement par une synchronisation de nos thèmes de recherche avec le champ scientifique international. Les 35 sessions de notre congrès reflètent bien, je crois, cet impératif. On y trouve des domaines de recherche traditionnels, des congrès sud-est européens, explorés néanmoins dans des directions nouvelles, dans un débat scientifique auquel participent des chercheurs venant des différents pays. Tels sont, par exemple, la linguistique balkanique, l'héritage byzantin dans le sud-est européen, les relations du sud-est européen avec le Proche-Orient, la littérature du XVIIIe siècle, les empires et la formation des nations, le patrimoine culturel et artistique, l'imprimerie ou les minorités religieuses. On y trouve en même temps des thèmes de recherche nouveaux, qui permettent de mieux rattacher notre domaine d'études à des directions de recherche qui sont actuellement pratiquées dans d'autres aires géographiques et chronologiques. Tels sont par exemple l'histoire sociale de la dévotion et de la foi, la circulation des apocryphes bibliques, la fortune post-byzantine des monuments byzantins, les relations avec le monde arménien et géorgien, l'histoire sociale de la Grande Guerre, les réseaux de marchands et d'intellectuels, la coopération maritime, la migration, la numérisation des archives. La présence de tous ces thèmes de recherche dans notre congrès permettra, j'en suis persuadé, de renouveler le paysage scientifique des études sud-est européennes et de les mieux intégrer dans le circuit scientifique international. Vous aurez compris que j'ai plutôt tendance à être optimiste au sujet de nos études et je ne peux qu'espérer que ce congrès, avec ses plus de 400 participants, marquera un tournant dans l'histoire des congrès de l'association.
Il ne me reste qu'à vous souhaiter une semaine féconde et enrichissante en vous souhaitant de profiter pleinement d'un programme scientifique qui s'annonce alléchant, sans oublier les expositions, les présentations des livres, les musées et les concerts. Et les autres événements, bien sûr, qui sont organisés en marge du congrès. Et enfin, belle découverte ou redécouverte du patrimoine artistique roumain pour ceux qui ont choisi de visiter après le congrès le monastère de Bukovine et d'Olteni. Je ne voudrais achever mon discours sans remercier tous ceux qui ont rendu possible l'organisation de ces congrès, financièrement et humainement. L'Académie roumaine, la Fondation Alexandrion et l'Association d'Art de Belloc. Ensuite, nos partenaires, l'Université de Bucarest et son recteur, ici présent, Monsieur le professeur Mircea Dumitru. Et la Faculté de droit et son doyen, Monsieur le professeur Flavius Baias, qui nous accueille dans ce prestigieux bâtiment où se sont déroulés d'ailleurs les 2 précédents congrès organisés à Bucarest. La bibliothèque de son synode et son directeur, le père archimandrite Policarp Kitsulescu, les archives nationales de Roumanie et leur directeur, Dr Cristian Aniță. Une partie des sessions du congrès se déroule en effet dans ces 2 dernières institutions. Parmi nos partenaires se range aussi la bibliothèque de l'Académie, la Bibliothèque nationale, le Musée national d'histoire, le Musée national d'art, le Musée du paysan roumain, le New Europe College, le Festival George Enescu et l'Université nationale de musique. Ma reconnaissance se dirige tout spécialement vers mes collègues, membres du comité d'organisation et du secrétariat du congrès, et last but not least, vers notre équipe de doctorants et d'étudiants qui nous aident à mener à bien cette aventure. Sans leur soutien et leur concours, ce congrès n'aurait pas été possible. Un grand merci à tous.